Accueillir tout l'été pour des visites. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre journal en Franche-Comté. Nous sommes le 6 juin 2024, date anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie et le début de la libération. Emmanuel Macron a commémoré ce 80e anniversaire sur les plages de Normandie, entouré d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, le président américain Joe Biden et l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. Il symbolise ce souvenir de ponts à Chaux et Fussmann dans le territoire de Belfort, d'ingénieuses constructions utilisées pour faciliter le débarquement, venues ensuite remplacer les ponts détruits par les Allemands en Franche-Comté, un patrimoine qui prend de l'âge. Dans ce journal également, notre dossier sur le harcèlement de rue à Besançon. Transport et commerce mettent en place, vous le verrez, des dispositifs pour réduire ce fléau du quotidien. Et nous en parlerons ce soir avec une experte de l'histoire des violences sexistes, la bisontine Brigitte Rochelandais. Et puis le succès des ventes aux enchères du Crédit municipal de Belfort. Des objets de valeur en échange d'un prêt immédiat. Un événement de plus en plus couru pour faire face aux imprévus. Dans le reste de l'actualité en France, outre les cérémonies du débarquement, l'affaire des airbags défectueux à Stellantis, 8 millions de véhicules qui devraient être rappelés en Europe sont notamment concernés des Citroën C4, des DS4 et des DS5. Nous savons que la liberté est un combat de chaque matin. Les mots d'Emmanuel Macron pour les 80 ans du débarquement sur les plages de Normandie, là où sont arrivés les Alliés pour libérer la France. Des mots qui prennent un certain sens avec le retour de la guerre en Ukraine. Le débarquement, un exploit rendu possible par des hommes, bien sûr, mais aussi une prouesse technique. L'usage de ports artificiels et ces ponts d'Arromanches, des passerelles qui ont ensuite remplacé les infrastructures détruites lors des combats. Il en existe encore 2 dans le territoire de Belfort aujourd'hui. Un morceau d'histoire sur lesquels sont retournés aujourd'hui Emmanuel Rivalin et Valentine Hetz. Comme beaucoup d'enfants, Léo sait très bien où il met les pieds quand il traverse le pont pour rentrer chez lui. Là, on est sur le pont d'Arromanches. Donc c'est un pont qui a servi au débarquement pour la guerre. Moi, je pêche souvent ici, alors ça me fait plaisir de savoir que c'est aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, 6 juin, jour anniversaire du débarquement. Difficile à croire, mais le pont du village vient de là. Peut-être même est-il dans ses archives. Un élément parmi d'autres d'un grand puzzle. Une chaussée flottante, indispensable pour débarquer les chars, quelques heures après l'assaut. À la fin de la guerre, les Américains revendent ce matériel. C'est ainsi que le pont débarque dans le territoire de Belfort en 1955. Les grues là qu'on peut voir, c'est des grues ici de l'entreprise Peugeot. Ils sont venus mettre en place ce pont. Au niveau du poids, des éléments de structure pèsent jusqu'à 10 tonnes. Le pont en lui-même faisait 28 tonnes. 80 ans plus tard, le pont a vieilli. Cet élu municipal le sait bien, le métal, le béton partent en lambeaux. L'ancienne mandature avait fait un devis qui était largement passé les 300 000 euros. Donc aujourd'hui, on doit être plus proche des 500 000 euros. Pour une commune telle la nôtre, c'est un très gros budget. Les Américains parlaient de ponts-baleines à cause de leur forme. Des 180 ponts éparpillés après la guerre, il n'en reste plus que 10 en activité. Si là, je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux qu'on commémore ce pont et surtout que nos descendants sachent ce moment d'histoire. Et c'est les seules choses qui vont rester dans le temps, visibles à tous, quoi. Un autre pont a été installé dans les mêmes conditions à quelques kilomètres. Aucun d'entre eux n'est protégé au titre des monuments historiques. Pourtant, il faudra bien un jour sauver le pont de Chaux. Et en cette date anniversaire, un bisontin a décidé de prendre sa cornemuse et de partir jouer sur les plages du débarquement. Originaire de Charquemont dans le Doubs, Benoît Monin souhaitait rendre hommage aux soldats. Vanessa Herson a recueilli ses impressions. C'est un son qui nous emmène ailleurs, non pas en Écosse, mais sur les plages normandes, au large de Omaha Beach. Benoît Monin vit à Besançon et pratique la cornemuse depuis 2 ans. À l'occasion des 80 ans du débarquement, il a rejoint le lieu des commémorations avec son instrument. Sur les 5 plages du débarquement, il y a eu 10 000 tués, blessés ou disparus. Donc c'est quand même pas neutre.
Et je pense qu'on se doit, en tant que Français et en tant que citoyen du monde, de leur montrer un petit peu notre reconnaissance. En juin 1944, un soldat britannique avait débarqué sur les mêmes plages avec sa cornemuse. Il s'appelait Bill Millin. Une petite histoire dans la grande, comme celle de Benoît Monin, 80 ans plus tard. Et nous reviendrons sur ces commémorations dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, venons-en à ces passages à niveau qui provoquent chaque année en France une quinzaine de morts. Le pire a failli d'ailleurs survenir à 2 reprises à Delle, dans le territoire de Belfort, ces derniers mois. Des drames que la SNCF tente donc d'éviter en multipliant les opérations de sensibilisation. Jules Bocan avec Rémi Poirot. Coincée au milieu des voies, cette conductrice parvient à s'extirper in extremis. L'accident s'est produit il y a 2 semaines à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Par miracle, aucun blessé, mais la voiture est complètement détruite. Alors pour éviter ces accidents... Un petit rappel des règles qui sont essentielles dans ce flyer, et bien avoir en tête qu'un train met 10 fois plus de temps qu'une voiture à s'arrêter. Sensibiliser devient une priorité pour la SNCF. Au passage à niveau de Delle, transitent près de 9000 véhicules par jour. Et quand résonne ce signal... je m'arrête. Voilà, tout simplement. Dès que c'est rouge, je ralentis, je m'arrête, il n'y a pas de souci. Un réflexe évident pour ces automobilistes, car à quelques mètres passent des trains lancés en moyenne à 160 km/h. Ça n'est pas au conducteur de train de réduire sa vitesse, c'est à l'automobiliste de bien vérifier en arrivant sur un passage à niveau que les signaux n'indiquent pas l'arrivée d'un train. Pour relever le niveau de sécurité de ces carrefours un peu particuliers, la SNCF a dépensé 2,5 millions d'euros dans la région depuis le début de l'année. Caméras de vidéosurveillance, barrières en plastique cassable, feux diodes nouvelle génération, mais aussi... Bon, ici, on se trouve à un autre passage à niveau qui a un équipement spécifique avec ce qu'on appelle des jupes qui sont situées en dessous des barrières du passage à niveau. La jupe, c'est pour les piétons, puisque là, c'est vraiment pour les empêcher de passer sous le passage à niveau. Des incidents toutefois rares. Selon la SNCF, plus de 9 accidents sur 10 seraient dus au non-respect du code de la route. Cette affaire judiciaire en Haute-Saône à présent, un homme d'une 50aine d'années a été condamné aujourd'hui pour agression sexuelle sur 4 jeunes filles mineures. Il écope de 5 ans de prison, dont 3 ans ferme. Un verdict auquel ont insisté Frédéric Buridan et Laurent Brocard. Coup de théâtre en début d'après-midi, le prévenu a disparu à l'énoncé du jugement. La présidente s'adresse à une barre vide. L'homme âgé de 53 ans, reconnu coupable d'agression sexuelle sur 4 mineurs, n'est pas là. Il est néanmoins condamné à 5 ans de prison, assorti d'un sursis probatoire de 2 ans avec mandat de dépôt. Je vous propose d'écouter Catherine Berthold, l'avocate de 2 des victimes. Les enfants que je représentais et dont j'assurais la défense sont déjà soulagés que le tribunal ait entendu leurs paroles. Elles ne sont pas des menteuses. Elles ont dit la vérité. De 2016 à 2019, le prévenu aura agressé sexuellement 4 jeunes filles de 12 à 16 ans, toutes dans un cercle proche, dont sa propre belle-fille, puisqu'il vivait avec sa maman. À la barre, elles viendront toutes témoigner. L'une d'elles nous confiera « Je voulais lui montrer que je n'avais plus peur ». Elles évoquent des tentatives de suicide, des scarifications sur le corps, le besoin de se laver plusieurs fois. Le prévenu se défend quant à lui d'un complot monté contre lui et part dans des explications qui vont agacer le ministère public. C'est un combat qui aura duré 5 ans pour les victimes, les familles que nous avons rencontrées. C'est un soulagement par rapport à ma fille parce que ça fait presque 5 ans qu'elle ne vit plus, qu'elle succède les périodes de dépression fortes où elle a tenté à sa vie. Enfin soulager et ne plus avoir peur de sortir de chez soi, par peur de le croiser et par peur de revivre la même chose. Enfin on a gagné et enfin il vivra ce que nous on a vécu et il comprendra la douleur que ça fait de s'en prendre à des personnes qui n'avaient rien demandé dans la vie. Il y aura une nouvelle audience pour évoquer cette fois les intérêts financiers. Elle est prévue le 28 novembre prochain. Une affaire qui montre à quel point les violences sexuelles et sexistes restent d'actualité. 81%, c'est la part des femmes qui déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement de rue au moins une fois dans leur vie.
Un phénomène longtemps banalisé, aujourd'hui dénoncé sur les réseaux sociaux notamment. À Besançon, des dispositifs ont d'ailleurs été mis en place pour lutter contre ce fléau du quotidien. C'est le dossier de ce journal, signé Marilyn Barat, Jean-Stéphane Maurice et Pierre Maillaillot. Le harcèlement de rue, un fléau insidieux, invisible, sauf pour les victimes. Mais sur les réseaux sociaux, des femmes le documentent grâce à leur téléphone portable. Tu vois, je veux juste aller travailler tranquillement. Tu sais quoi? Je t'annonce, personne, aucune femme n'a envie de se faire aborder la nuit et d'avoir quelqu'un comme toi qui me dit je vais passer la nuit avec toi alors que je te connais pas et que je rentre chez moi tranquille, ok? On peut pas me draguer. Des scènes souvent filmées dans des grandes villes ou en région parisienne. Citadelle imprenable face au harcèlement de rue, Besançon serait-elle épargnée? Il suffit de poser la question aux 3 premières jeunes femmes rencontrées dans la rue pour découvrir une autre réalité. Les sifflements, les mademoiselle, t'as pas un numéro enfin voilà, plein de trucs comme ça où on te suit dans la rue sans aucune raison. En général, je réagis pas parce que si c'est bête à dire, mais si on engage la conversation, ça empire. Donc je dis rien. Ce qui est énervant, évidemment ça stresse et après c'est un peu culpabilisant parce que je me dis que si j'interviens pas pour stopper la chose, ça va continuer avec d'autres personnes. Ça m'énerve, ça me rend dingue en fait. Enfin, sous prétexte qu'il y a pour la plupart des hommes qui sont pas éduqués, parce que c'est ça, ils se permettent de balancer ce genre de choses. C'est un truc qu'ils feraient pas pour leur mère, pour leur sœur, pour leur cousine, mais comme c'est pas leur famille, ils s'en fichent. Mais la prise de conscience avance. Julien tient un bar dans le centre de Besançon qu'il souhaite être un endroit sûr. Il est d'ailleurs répertorié comme tel sur Umeil, l'application la plus utilisée en France pour lutter contre le harcèlement de rue et sécuriser les trajets de ses utilisatrices. Et la vigilance de Julien ne s'arrête pas là. On a un cocktail fictif qu'on a affiché aux toilettes qui s'appelle le Highway to Hell. Et si une personne nous le commande, ça signifie pour elle qu'elle se sent en danger ou dans un malaise. Et on intervient. Outre ces initiatives individuelles, depuis près de 2 ans, Besançon adhère au dispositif Angela qui vient du Royaume-Uni. Peut-être avez-vous déjà vu cette étiquette dans les transports en commun ou sur certaines vitrines. Là encore, c'est un code pour trouver de l'aide dans des lieux refuges. Ça va dépendre du commerce, ça peut-être la faire sortir par une porte dérobée, voilà, pour éviter que la personne puisse l'attendre dehors. Ça peut être appeler la police ou les secours si la personne est blessée ou se sent en insécurité. Ça peut être aussi lui remettre un flyers où il y a toutes les associations, tous les numéros utiles. 70 commerces et services publics y participent à Besançon. Thibaut a été un des premiers à se porter volontaire, question de valeur, même si ce restaurateur n'a pas encore eu à agir. J'espère d'un côté que ça arrivera pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir montrer l'utilité du dispositif. Et en même temps, j'espère que ça n'arrivera pas parce que moins il y a de victimes, mieux c'est, évidemment. Les transports en commun, un autre espace public où les femmes peuvent être importunées. Mais là aussi, des dispositions existent. Après 21h, il est possible de demander à descendre entre 2 arrêts de bus. En fait, elles viennent nous demander exactement où elles veulent descendre. Et nous, on les arrête, on les descend à un endroit sécurisé. Et comme ça leur permet de rentrer chez elles plus rapidement. Tout comme Angela, ce dispositif est méconnu et peu utilisé par les Byzantines. Largement ignoré aussi la législation. Depuis 2018, l'outrage sexiste et sexuel dans l'espace public est pourtant puni par la loi. Une infraction passible de 1 500 à 3 750 € d'amende, selon la gravité des faits. Et si ce phénomène est de moins en moins tabou, il ne date pas d'hier. C'est ce que va pouvoir nous expliquer Brigitte Rochelandet, docteur en histoire des mentalités. Vous étudiez l'histoire des violences des hommes sur les femmes pour mieux permettre d'y faire face aujourd'hui. Que nous rappelle ce saut dans le temps ? Alors, que les violences faites aux femmes ont toujours existé. Et ce que nous cherchons, nous les historiens et les historiennes, c'est de savoir pourquoi elles ont toujours existé. Pourquoi les hommes se permettent de violenter par parole, par geste, et plus grave. Pourquoi ? Avez-vous la réponse ? Alors la réponse, c'est une anthropologue qui s'appelle Françoise Héritier, qui pense que dès la préhistoire, les hommes se sont appropriés le corps des femmes parce qu'ils se sont appropriés en fait le ventre des femmes, parce qu'ils ont été fascinés, les hommes préhistoriques ont été fascinés par le fait qu'une femme pouvait se reproduire à l'identique,
en tant que femme, mais pouvait aussi reproduire l'autre, un homme. Donc les hommes préhistoriques se sont dit, il faut qu'on domine les femmes pour avoir des êtres à notre image, c'est-à-dire que pour que les femmes nous donnent des hommes. Donc ça, on ne sait pas vraiment la date. Alors, en quoi s'intéresser à cette histoire et remonter à la préhistoire permet aujourd'hui de lutter contre ces violences et contre ces inégalités? Alors, s'intéresser à l'histoire des violences, c'est-à-dire s'intéresser au discours qui permet aux hommes de violenter, je dis violenter les femmes, c'est nous faciliter pour déconstruire ce discours et donc améliorer les relations entre les hommes et les femmes. Si on ne sait pas comment se sont construites ces violences, on ne peut pas les déconstruire. Il n'est pas question de déconstruire la société, il est question de déconstruire le discours violent. Et ce discours, on le voit à travers ce reportage, à travers des faits divers, à travers les chiffres. Oui. Il est aujourd'hui encore très ancré. Ce sont des siècles qu'il faut remettre en question. Ça va donc prendre encore beaucoup de temps, d'après vous? Oui, oui, ça va prendre beaucoup de temps, surtout si on n'y met pas les moyens. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'il y avait des violences faites par les hommes aux femmes et qu'il faut agir. Alors aujourd'hui, on a... Et agir sur quel plan, justement? Alors, agir par la répression, puisque là, il y a une loi, mais il faut surtout agir dès la crèche. Si on ne forme pas les enfants, les petites filles et les petits garçons, si on ne les éduque pas et qu'on ne leur apprend pas à respecter la dignité, l'intégrité de l'autre... Et ça, c'est pas suffisamment le cas aujourd'hui à l'école? Aujourd'hui, non, je ne pense pas que dans les écoles maternelles, on utilise ces moyens pédagogiques. Je ne pense pas que dans les écoles et puis élémentaires, dans les collèges et dans les lycées, on travaille assez sur ces sujets-là. Voilà une piste donc d'amélioration. Merci beaucoup Brigitte Rochelandet. Vous êtes docteur en histoire des mentalités. Merci d'avoir été avec nous. On va parler à présent de notre bourse. Vous avez peut-être de nombreux objets de valeur que vous n'utilisez plus. Pourquoi ne pas les mettre aux enchères en échange d'un prêt pour vous aider à faire face aux couacs de la vie? C'est ce que propose le Crédit municipal de Belfort, un établissement public qui a de plus en plus de succès. Catherine Schulbaum et de Nicole. Donc là, vous avez 2 pièces de souverain qui sont montées en pendentif. Donc on a des bijoux sri-lankais. Ce collier de mariage en or 22 carats est une des pièces maîtresses de la vente du jour. Il a été déposé au Crédit municipal pour obtenir un prêt. En retour, il a été évalué 4 400 €, bien au-dessus du prêt moyen, estimé à 800 € et qui sert le plus souvent à faire face à un imprévu. On vient vraiment financer un besoin, que ce soit simplement une trésorerie pour combler un découvert. Ça peut être financer une facture d'énergie qui est arrivée, qui n'était pas prévue, avec l'augmentation du gaz, du fuel, etc. Sur le prêt sur gage, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de mensualité à rembourser, donc il n'y a rien qui vient aggraver le budget. On rembourse quand on peut le faire. La seule obligation est de payer les intérêts tous les 6 mois. Les objets vendus aux enchères sont ceux qui n'ont pas été repris ou dont les propriétaires n'ont pas payé les intérêts. Le Crédit municipal les vend juste pour se payer à des prix que les habitués connaissent. C'est 5 fois même moins cher que le magasin. On va partir autour de 45 € du gramme, je pense, et on est plutôt à 150 € le gramme d'or travaillé en bijouterie. Il y a un public qui vient particulièrement à ces ventes, qui attendent les ventes du Crédit municipal pour acquérir des bijoux d'occasion, se faire plaisir aussi et être dans l'ambiance d'une vente. Ambiance qui fait parfois grimper les prix. Ce tableau de zinc, seul objet non bijoutier de la vente, a été adjugé 9 500 € alors qu'il était évalué 1 800. La différence ira au dépositaire, le Crédit municipal ne faisant jamais de bénéfices. En fin d'année, donc les bénéfices de l'établissement seront versés au CCAS. Donc on est vraiment dans une économie vertueuse. On a dit pas d'actionnaires, pas de sociétaires, pas de profit privé. On va dans le sens du service à ceux qui en ont besoin. Eux aussi s'empilent parfois dans nos placards. Les vêtements finissent très souvent à la poubelle. Mais à Grand Charmont, Fripevie se charge de leur donner une seconde vie. C'est aussi un chantier de réinsertion qui ne cesse de s'agrandir. Grand Angle, signé Florence Sicolella. Bonjour à tous,
tous, nous sommes toujours sur le site de Frippvie à Grand-Charmont dans le pays de Montbéliard, chantier d'économie sociale et solidaire qui emploie chaque année 120 personnes en réinsertion sur les métiers du tri, de la revalorisation, de la couture et de la vente de textiles. Et ici, nous sommes dans le nouvel atelier de maroquinerie. Saba Maïdine, vous êtes la directrice de Frippvie. S'il y avait des gros besoins de création? Ah oui, tout à fait. Il y a une étude qui a été conduite pendant 2 ans sur justement les besoins en prototypage et petites séries sur ce secteur-là. Sur toute la durée 2023, on a pu recruter 6 personnes sur ces postes-là. Elles sont parties en formation pendant 3 mois. Oui, parce que ça ne s'improvise pas. Ah oui, oui. Puis il y avait besoin de travailler sur les machines, besoin de travailler sur TAM. Donc on a travaillé à la fois avec le Greta et avec le CFA du pays de Montbéliard. Et Julie Menghetti, vous aviez déjà la couture en charge. Oui. Vous êtes formée vous-même à la Également, oui. En quoi c'est différent de la couture? En quoi c'est différent? Déjà la matière qui n'est pas la même à travailler. C'est pas les mêmes. Il faut réfléchir autrement en fait sur les techniques de montage. C'est pas les mêmes choses. Alors parmi les recrues, il y a Tamara Pasek qui est ici. Bonjour. Tamara, vous travaillez sur quoi là? Vous fabriquez quoi? Les petits porte-clés comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans la maroquinerie? Parce que le temps ça passe vite, c'est intéressant, c'est manuel, c'est très précieux. Précis et précieux aussi, vu ce que vous fabriquez. Là, il faut aimer, ces métiers comme ça, il faut aimer. D'où vient la matière première de cette maroquinerie? Donc la matière première, pour l'instant, on a fonctionné uniquement sur des chutes, des dons de nos partenaires. Avec aussi tout ça, ça vient du tri qu'on a vu dans le premier épisode. Oui. Là, on récolte en fait sur les sacs, on va récupérer tout ce qui est bijouterie. Parce que les bijoux sur la maroquinerie, ça a un coût. Et tout ce qu'on peut récupérer, on va le récupérer. On va récupérer également des blousons en cuir, si on peut retailler après des pièces. Ah oui. Saba Maïdine, vu que le temps de formation est plus long et qu'en moyenne, normalement, on ne reste pas plus d'1 an ici, comment ça se passe si elles sont formées pendant des mois, les couturières en maroquinerie? C'est sûr que c'est une situation inconfortable, parce que les personnes sont formées, elles partent en emploi parce qu'elles sont, finalement, elles peuvent partir à l'emploi. Elles sont prêtes. C'est sûr que c'est pas confortable par moment. Mais bon, c'est l'objectif, miser. Et il y a des belles réussites, on espère, en tout cas, on vous le souhaite, Tamara, ainsi qu'aux autres. On va maintenant partir en vente, parce que tout ça, il faut trouver des clients. Et là, on va se rendre dans la boutique de Montbéliard. Nous sommes dans l'une des 3 boutiques de Frippvie. Bonjour. Bruno Buchet, dites-moi, ça ressemble à une boutique complètement classique. C'est pas parce qu'on vend aujourd'hui du seconde main qu'on n'est pas en droit de présenter les articles, les valoriser. Déjà, ça valorise notre association, Frippvie. Ça valorise aussi les vendeurs et les vendeuses qui sont présentes donc aujourd'hui en caisse. Et puis, ça va valoriser, n'est-ce pas, le consommateur ou la consommatrice finale. Qui sont vos clients? Écoutez, aujourd'hui, nous avons tout type de catégories socio-professionnelles. Ça peut, les gens qui ont un pouvoir d'achat relativement élevé viennent chez nous parce qu'elles recherchent des produits vintage ou la perle rare, on va dire. Et puis on a aussi une appétence pour la seconde main, moins consommer. Exactement, tout à fait, vous avez raison. Et puis on a aussi les personnes qui sont désireuses, qui ont des besoins parce qu'elles sont dans justement le besoin et souhaitent avoir des articles vraiment pas très chers. Pour pouvoir s'habiller tout au long de l'année. Bon, alors justement, je vais aller voir les vendeuses. Oui. Marina Calbri et Aïcha Benraba. C'est là quasiment la fin de votre parcours. Vous avez fait toutes les étapes à Frippvie. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris pendant... J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris beaucoup sur moi. C'est-à-dire, par exemple? À me canaliser, à être plus douce, à être plus sociable. J'ai appris énormément sur moi-même. Et quel est votre projet, vous, en sortant d'ici? Je vais rester dans la vente. Ça m'a plu. Et vous, Aïcha? Moi aussi, je reste dans la vente. J'ai pris beaucoup de choses ici. On vous souhaite bonne chance. Merci à vous aussi.
Bruno Buchier, est-ce que vous souffrez aujourd'hui ou pas encore des ventes en ligne de seconde main, des sites, des plateformes qui se développent de plus en plus? Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, j'allais dire, une petite baisse de notre chiffre d'affaires qui est liée certainement à cette concurrence. Mais bon, ça fait partie intégrante en fait de la vie commerciale. Et ça va peut-être nous pousser aussi à nous remettre en question et à peut-être, nous aussi, pourquoi pas, à mettre en place une vente en ligne avec nos produits. Eh bien, longue vie à Fripvie. Merci beaucoup. Oh, vous savez maintenant où vont vos dons. Alors n'hésitez pas à continuer à en faire. Il y a de nombreuses bornes de collecte dans nos villes. Je vous dis à très bientôt. Reste avec nous tout de suite, l'actualité en français, les commémorations des 80 ans du débarquement. Belle soirée à tous. La suite d'ici 19-20, bienvenue à tous. La Normandie était le centre du monde aujourd'hui. Emmanuel Macron, Joe Biden, le roi Charles III d'Angleterre. Plus d'une vingtaine de chefs d'État étaient réunis à Omaha Beach, terre du débarquement. 80 ans plus tard, le souvenir du D-Day suscite un véritable engouement populaire. Récit de cette journée pour l'histoire avec Arnaud Boutet et nos équipes sur place. 6 heures ce matin, Utah Beach, plusieurs milliers de spectateurs assistent à une reconstitution grandeur nature. L'anniversaire passe par des images fortes. On s'est levé à 4 heures du matin quand même, mais on a le soleil normand qui nous réchauffe. Quelques heures plus tard, à Courseulles, dans le Calvados. La chance, c'était Charles. Charles III en personne à Vers-sur-Mer. Au mémorial britannique, le souverain a tenu à être présent malgré sa maladie. Il salue les vétérans, puis félicite en français les combattants de l'ombre. Nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et au sacrifice incroyable des hommes et des femmes de la résistance française. Le chanteur gallois Tom Jones, 83 ans, rend hommage aux 22 000 militaires sous commandement britannique tombés ici en 1944. Des enfants offrent des fleurs à d'anciens soldats. Dans le ciel, les Red Arrows, la Royal Air Force. Et pour les visiteurs, venir aujourd'hui représente un geste important. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On vient régulièrement, c'est pas la première fois que nous venons, mais c'est la première fois qu'on participe à une commémoration de cette nature. Après les Anglais, les Canadiens. Et au sol, des vétérans émus comme cet homme de 104 ans. Ce que tu ressens, oui. Je ressens toutes sortes d'émotions. C'est pas normal pour moi parce que je n'étais pas habitué à ça. Puis ça me fait du bien. Les survivants sont à l'honneur au cimetière américain de Colville où reposent 9388 soldats. L'instant est solennel. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. 11 vétérans décorés par la France. Dans la foule, Tom Hanks et Steven Spielberg. Un spectacle millimétré avec les couples Biden-Macron et des remerciements appuyés. Vous êtes venus ici. Le monde libre avait besoin de chacun de vous. Et vous avez répondu présent. Mais pour le président américain, le D-Day fait écho à une autre guerre, l'Ukraine. Les vétérans ont été des héros ce jour-là. Cela ne nous dispense pas d'agir aujourd'hui. La démocratie n'est jamais garantie. Chaque génération doit la préserver. Quelques heures plus tard, la foule applaudit le président ukrainien avant cette image forte lorsqu'un vétéran décide de l'embrasser. Ultime épisode dans cette journée chargée d'émotions. Alors que la Russie n'a pas été invitée aux commémorations, le président ukrainien Zelensky était donc présent cet après-midi en Normandie. Il s'est entretenu avec Joe Biden. Ces cérémonies du 80e anniversaire ont aussi des enjeux diplomatiques très forts. Guillaume Daré. Oui, avec la présence ici du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a été chaudement applaudi à son arrivée à cette cérémonie internationale. Il a été accueilli d'abord par le président Emmanuel Macron et puis on l'a vu ensuite s'entretenir quelques instants avec le président américain Joe Biden. Sa présence ici, c'est une façon pour les alliés de montrer
leur soutien à l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie qui en revanche n'était pas invitée. Emmanuel Macron va poursuivre ce marathon diplomatique. Demain, il recevra le président ukrainien à l'Elysée. Samedi, ce sera Joe Biden également à Paris pour une visite d'État. La fillette gravement blessée hier dans un accident à La Rochelle a été déclarée en état de mort cérébrale. Elle avait été renversée avec 6 autres enfants alors qu'elle circulait à vélo, victime d'une automobiliste de 83 ans qui roulait à contresens. L'automobiliste choqué a été hospitalisé dans un service psychiatrique. 4 enfants sont encore hospitalisés ce soir. Et on revient sur le scandale des airbags défectueux. 8 millions de véhicules pourraient désormais être concernés dans toute l'Europe. Après Citroën et DS, donc 247 000 voitures ont été rappelées. D'autres marques, dont Opel, pourraient être impactées. Les explications de Chloé Tixier. Une Citroën C3 avec un airbag défectueux a changé rapidement. Colère de sa propriétaire qui n'utilise plus son véhicule. Sur le coup, j'étais en colère parce que le courrier en recommandé que j'ai eu, il était daté du 24 avril quand même. Donc moi, je l'ai reçu que le 16 mai, donc j'aurais eu le temps peut-être de mourir 10 fois. Sa voiture fait partie des milliers de véhicules immobilisés et rappelés par le groupe Stellantis. Pour l'instant, les C3 et DS3, commercialisés entre 2009 et 2019, circulant dans le sud de la France. Mais selon le Parisien, les rappels pourraient bientôt viser les modèles C4, DS4, DS5, produits de ces mêmes années, et Opel. Plus de 8 millions de véhicules en Europe seraient à terme concernés. Contacté aujourd'hui, Stellantis n'a pas répondu à nos sollicitations. Il y a une semaine, quand nous l'interrogions sur les autres modèles potentiellement concernés, le directeur général de Citroën était catégorique. Il y a des airbags Takata dans d'autres modèles qui ont été mis sur le marché jusqu'en 2018. Oui, mais ceux-ci ont été soit traités par ailleurs, soit ne sont pas concernés parce qu'ils viennent d'une autre usine. Cet avocat vient de lancer une action collective contre Stellantis et compte regrouper près d'1 millier de plaignants. Et à partir de là, nous allons mener une enquête approfondie avec les services de police, avec le parquet, pour que toute la lumière soit faite sur l'enquête et le moment venu, que des sanctions sérieuses, graves, soient prises contre tous les décideurs. Aujourd'hui, plus de 240 000 véhicules ont d'ores et déjà été rappelés en France. De la terre à la mer, cap maintenant sur les Caraïbes pour la flamme olympique. La torche doit larguer les amarres demain soir à bord du trimaran d'Armel Lecléache. Les derniers préparatifs avec Jocelyn Debroux. Le maxi trimaran d'Armel Lecléache, chargé de transporter la flamme olympique vers les Antilles, est entré il y a quelques minutes sous le soleil dans le port de Brest. Les Bretons, croisés cet après-midi, se disaient impatients de l'accueillir. Je trouve ça génial pour la ville. C'est vrai que ça amène du monde. Je crois que c'est un événement important parce qu'on n'aura pas l'occasion de le revoir, je pense, un tel événement. J'ai vu la flamme à Laval, Angers, le Mont-Saint-Michel, passage à Rennes ce week-end et puis maintenant Brest. Donc oui, moi je la suis. La précieuse lanterne s'offre une transatlantique. Arrivée prévue à Bémao en Guadeloupe le 15 juin prochain. Pour escorter la flamme vers les Antilles, un équipage 4 étoiles. La championne Marie-Josée Pérec, Marine L'Orphelin, Miss France et médecin. Le dramaturge Alexis Michalik et le chef étoilé Hugo Rollanger, sous l'égide d'Armel Lecléache. Yes. Là, ils ont le sourire, là. On va voir dans quelques minutes comment ça se passe. La semaine dernière, ils avaient suivi une formation express à quelques jours du grand départ. De première navigation en eau trouble, pour ces marins d'eau douce. Là on est à 40 nœuds, donc à peu près 80 km/h. Et on se prend le vent en pleine figure. C'est un truc de malade. 48 heures pour apprendre les rudiments de la voile et la survie en mer. Demain, 8000 personnes sont attendues à Brest pour assister à leur grand départ vers la Guadeloupe. Voilà pour l'essentiel de l'information. Ce soir à 21h10, votre série policière Cassandre. Merci à tous, très belle soirée.